Eh bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Daniel Ramage et je suis le directeur général de Swan Innovation pour Innovation et il me fait grandement plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui porte sur le risque des maladies et l'utilisation d'antimicrobiens chez les porcs, de la diarrhée pour sevrage à la prévention au niveau du système. C'est un sujet très important et aujourd'hui, nous avons de grands experts qui vont partager leurs connaissances avec nous. Avant de commencer, je voulais vous parler un peu de l'importance des événements tels que celui d'aujourd'hui. Comme vous savez, Innovation Port facilite et coordonne la recherche et c'est la raison pour laquelle nous avons la gestion de Swan Cluster 4, qui est un programme autour de la pérennité, la résilience et la croissance du secteur porcin au Canada dans le domaine de l'agroaliment au Canada. Nous avons dans le cadre 20 millions de dollars mis dans des projets de grande envergure, parmi ceux-ci des recherches dans des institutions et des partenariats de par le Canada. Dans notre webinaire, nous allons parler d'un de nos projets avec une étude pan-canadienne de la diarrhée post-sevrage à la prévention au niveau de nos fermes. Et nous avons invité dans ce cadre Gustave Silva qui va nous parler des risques de maladies, de la biosécurité et dans les systèmes de production porcine et la surveillance et l'évaluation. Et avant de commencer, je devrais avant tout vous parler de la fonction de l'interprétation en français et en anglais. OK. Nous invitons les participants à poser des questions à travers la fonction questions et réponses au bas de l'écran. Posez vos questions au fur et à mesure. Nous avons mis de côté 15 minutes après les présentations pour qu'on ait notre session de questions et réponses. Nous allons donc aborder autant de questions que possible. Alors, commençons. Notre premier conférencier aujourd'hui est Dr. Vahab Fazan. Il vient de l'Université de Guelph, où il est membre du corps professoral au Collège d'études vétérinaires d'Ontario. Il met sa recherche au service du secteur de l'épidémiologie et de la prévention de maladies porcines. Il partagera les résultats d'une étude qui examine les principes souches bactériennes, les facteurs de risque et les défis. Et il met l'accent sur la santé du microbiome, la résistance aux maladies, et il travaille dans l'élaboration d'outils tels que les vaccins et les antibactériens. Il va nous faire part des résultats de son étude. Et ayant dit tout cela, donnons la parole à Dr. Farzan. Merci. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation. Bon après-midi à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Permettez-moi de partager avec vous mon écran avant tout. C'est une maladie très importante. La raison pour laquelle, c'est que cela a un impact économique. Il s'agit de millions de dollars qui sont dépensés pour contrôler et éviter ou prévenir cette maladie. Nous parlons de 100 millions de dollars par an. Je n'ai malheureusement pas le temps durant cette présentation pour rentrer dans les chiffres. Ce n'est qu'un estimatif que je vous donne ici. Et il y a aussi les pertes de production. Il y a aussi le traitement, les vaccins. Tout cela représente un montant important. Ensuite,
il y a une augmentation réelle de l'utilisation d'antimicrobiens dans les premières semaines ou les semaines qui suivent euh, la déclaration de cette maladie. Cela a un effet, adverse plutôt, et c'est qu'il risque d'y avoir une résistance aux antimicrobiens. Donc, c'est parce que les maladies vont d'une bactérie à l'autre et il est difficile de sélectionner l'antibiotique qui fonctionne le plus contre cette bactérie qui est en somme toute une source de résistance antimicrobienne. Et personne ne veut aborder le fait qu'il contribue à l'augmentation de la résistance aux microbes. Voilà ce qui amène à une rétrisance de l'usage des antimicrobiens. Donc, l'échec à la thérapie, le problème de santé publique. Ici, les, c'est une maladie à multiples acteurs. Euh, si vous voulez catégoriser, vous devez mettre ceci dans deux catégories. Il devait y avoir la collaboration et un travail d'équipe entre l'environnement et, et le microbe pour pouvoir mener à la diarrhée post-sevrage. Et il peut y avoir différents microbes tels que les protovirus, la salmonelle et l'E. coli. Et quand on parle de l'E. coli, ce n'est pas chaque E. coli qui peut mener à la diarrhée post-sevrage. Ce ne sont pas tous les E. coli qui sont mauvais. Il y a de l'E. coli qu'il faut au porc. Mais ceux qui sont appelés E. coli entérotoxigènes sont ceux qui sont néfastes. Alors, une fois que l'on gère l'environnement, euh, on se rend compte que c'est dans certains cadres que la maladie se développe. Et ici, c'est la raison pour laquelle la vaccination est importante et la vaccination de la population, c'est-à-dire que quand il y a des bonnes bactéries, c'est bon. Mais un des problèmes qu'on a, quand on cherche à isoler cette infection E. coli, c'est le fait qu'il y a des porcs qui peuvent être génétiquement sensibles ou résistants aux souches F4 et F18 de l'E. coli. Encore ici, j'ai le même enjeu. Je n'arrive pas à dérouler mon... Tel que j'ai dit, l'E. coli entérotoxigène, c'est l'E. coli qui a des de barrières et c'est différent. Ça s'appelle F4, K88, F18, F5 qui est K99, F6, F41. Et dans ce cadre, la bactérie s'accroche à la cellule dans l'estomac et traverse la barrière. Il s'accroche à la cellule et ils prennent la position où ils peuvent produire les toxines. Voilà la définition de l'E. coli entérotoxigène. Il y a une chose, c'est que les porcs ont besoin de récepteurs. Donc la bactérie doit avoir cet avantage et il doit y avoir aussi le récepteur chez le porc. Donc c'est la raison pour laquelle on dit les porcs peuvent être génétiquement résistants à cette bactérie E. coli, euh, cela est dû au fait qu'ils n'ont pas de récepteurs. Mais quand il y a les récepteurs, la bactérie peut s'attacher. Quand la bactérie ne peut pas s'attacher,
accrocher le porc est en sécurité. Déterminer les marqueurs génétiques est une étude qu'on fait dans nos laboratoires. Et là, on peut déterminer s'il y a le F18. On peut voir s'il y a le F4 ou le F18. Ayant dit cela, tel que Daniel a dit, nous avons commencé ce projet depuis longtemps, en 2023, avec un financement de innovation port. Et la question que l'on se posait, c'était quels sont les types euh, des colis à l'origine de la diarrhée post-sevrage? Pourquoi est-ce qu'on doit répondre à cette question? Parce que si on ne répond pas à cette question, on ne peut pas avoir la connaissance qui nous permettrait d'élaborer des vaccins plus efficaces. Deuxième question, quelle est la fréquence de la prédisposition génétique des porcs aux souches ETEC F4 et F18 dans les élevages canadiens? Encore une fois, répondre à cette question ou en avoir la réponse aiderait à améliorer le programme génétique pour avoir des porcs plus résistants à l'E. coli. Troisième question, quel est le rôle du microdiome intestinal dans la diarrhée post-sévrage chez les porcs? Cette question et la connaissance du microbiome développé nous aiderait à avoir des programmes et on peut sélectionner des bons bactéries, on peut mettre cela dans un régime alimentaire et s'assurer qu'il y a des bonnes bactéries dans l'estomac des porcs pour qu'ils soient encore plus résistants aux microbes. Comme vous voyez, ceci ferait qu'on ne doit pas dépendre de l'usage des antimicrobiens. Une réussite dans cette initiative réduirait l'usage des antimicrobiens. Comment est-ce que nous avons conduit ce projet? Tel que je dis, c'est un projet qu'on a commencé il y a 2 ans, encore un projet assez neuf, mais on a mené ce projet avec l'aide d'un vétérinaire spécialiste des porcs au Canada. Et il y avait des fermes qui avaient une éclosion de diarrhée post-sevrage. Donc, l'exploitation était sélectionnée si ils avaient une éclosion, donc 10 étaient sélectionnés dans ce cadre, et puis il y a 5 autres exploitations qui n'avaient pas de diarrhée post-sevrage. Les échantillons ont été collectés pour tester l'évacuation des colis, aussi pour faire un examen du microbiome fécal, c'est-à-dire le microbiome de l'estomac. Il y a eu aussi un échantillon de sang des porcs pour voir la susceptibilité génétique. Comme vous voyez, il y avait 20 ou 20% des porcs qui étaient en fin de vie. Voilà ce qu'on a fait. La première chose que je vais vous montrer ici, et cela ne fait pas partie des 3 questions que j'ai évoquées. Au début du projet, on a commencé à trouver quelque chose d'assez important. Comme vous voyez, 85% des exploitations avaient un haut niveau d'oxyde de zinc dans l'alimentation. Donc, tel que j'ai dit, dans ces fermes, il y avait une éclosion de diarrhée post-sevrage. La question à savoir, est-ce que c'est avec la présence du zinc, mais on avait 51% des exploitations qui avaient et la truie et euh, le cochonnet qui étaient vaccinés contre le E. coli. Alors,
La réalité, peut-être que le vaccin n'a pas fonctionné. Je vous en parlerai. On verra, on pourra voir pourquoi c'est une possibilité. Ou il y avait d'autres pathogènes, d'autres microbes qui ont mené à la diarrhée post-sevrage. C'est assez intéressant pour démontrer cela et je vais élaborer. J'ai mentionné la définition de ce type d'écola. Encore une fois, il est entérotoxygène, mais il n'y en a pas qu'un seul. Comme vous voyez ici, dans les exploitations au Canada et dans cette diapositive, je fais une projection de 5 types d'écolis entérotoxygènes. Nous en avions un ici qui n'est pas forcément entérotoxygène, mais il s'agit d'un E. coli qui a une toxine qui n'est pas catégorisée comme entérotoxygène. Mais pour ceux qui sont vus dans la catégorie entérotoxygène, c'est qu'ils ont une toxine et ils arrivent à se rattacher aux cellules. Ça, c'est important. Pourquoi est-ce que ça, c'est important? Qu'il y ait aussi la réalité du vaccin pour qu'on puisse discerner entre les animaux sains et ceux qui euh, ont la diarrhée post-sevrage. D'habitude, on ne voit pas ce genre de choses au Canada. Euh, En général, on donne un vaccin commercial. Il y a des vaccins qui ont plusieurs barrières euh, fines. Il y a d'autres vaccins qui n'en ont pas autant. Si F18 est assez fréquent, à un- et vous verrez que c'est plus présent au Québec, mais le F5 qui a une barrière faible, qui est très fréquente au Manitoba. La question que l'on se pose, si je suis au Manitoba, est-ce que je dois vacciner mes porcins avec le F5 ou contre le F5? Et si le vaccin n'a pas de barrière pour le F5, je devrais peut-être pas consulter cela parce que si vous donnez ce vaccin, vous mettez à risque les barrières. Et donc, pourquoi vacciner contre ces 5 barrières s'il n'y a pas de risque? Et ici, on en arrive à une conclusion intéressante. Des porcins qui avaient la diarrhée post-sevrage, il n'y avait que 10% qui évacuaient les tecs. Donc, ça n'a été isolé que de 10% ce E. coli. Qu'est-ce qui est des autres porcins? Peut-être qu'ils avaient d'autres pathogènes, d'autres virus, d'autres bactéries, ou ça peut être la gestion du régime alimentaire. Donc, s'agit-il d'une maladie contagieuse? Et pour en arriver au résultat final, on a fait, on a cultivé le microbiome, on a cherché la souche. Je ne vais pas trop vous en parler aujourd'hui, mais on a cherché à savoir s'il y avait d'autres pathogènes qui étaient présents. On a fait l'étude du microbiome, mais il est important de d'étudier la présence de virus aussi. Mais ce n'était pas l'objet. Du côté de la résistance génétique de certains porcins, on a fait l'étude de l'E. coli
F4 et de l'E. coli euh, entérotoxigène F18. Donc, quand on parle de résistance, et on a la présence de ces deux. Si on a des porcins qui sont résistants au F4, est-ce qu'on doit toujours les vacciner? Peut-être pas. Mais si on regarde la présence du F18, on voit que 90% des porcins étaient susceptibles au F18. Donc, il nous faut agir à la lumière de cela, parce que c'est là où on devrait se concentrer et faire du travail en deux phases. C'est-à-dire, si moi j'ai la présence du F18 dans un vaccin, est-ce que je dois le donner? Parce que si je vaccine mes porcs, je vois qu'ils sont résistants au F4, mais susceptibles au F18. Donc, est-ce que la réponse immunitaire sera là? Puisque je suis conscient que 90% sont susceptibles du F18, mais il n'y a que 30% qui sont susceptibles au F4. Voilà des décisions qu'il nous faut prendre et il nous faut aller au-delà pour trouver une solution qui a une vraie application dans la vie. Et nous devons prendre des décisions en tenant compte de cela. C'est-à-dire, s'il y a des questions qu'on s'est déjà posées, et d'ailleurs, je dois vous dire que ce projet posait les questions, euh, on, on- on se disait plutôt, est-ce que ce projet répond à la question clé et qu'est-ce que cela va vouloir dire pour les exploitants? Et il y a des projets sur 5 ans, mais en bout de compte, il est important d'en arriver à une certaine conclusion. Bon, moi, je suis sur le point de conclure ma présentation. Avant tout, on a vu qu'il n'y a pas que les virus, que la bactérie, pardon, E. coli, qui est responsable euh, de cette diarrhée post-sevrage dans les exploitations canadiennes. C'est-à-dire que il est important d'arriver à l'extraction de la réelle situation dans les exploitations porciennes. Vous savez, on envoie des échantillons au laboratoire. Parfois, on nous demande des diagnostics très euh, exhaustifs. Mais quand on est en train de faire une enquête à l'échelle de la population, il nous faut dépister le pathogène. Et l'analyse du microdiome nous aide de manière relative à trouver les pistes de solution. Parce qu'on ne traite pas toujours des virus dans l'analyse des microbiomes. Ensuite, il existe différents types d'E. coli dans les exploitations canadiennes. On doit s'assurer que les vaccins plus ciblés pourraient être nécessaires. Donc, que le vaccin ne vise que ce qui existe dans l'exploitation, et ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas F4, pourquoi est-ce qu'on doit l'inclure dans le vaccin? Voilà, c'est peut-être mettre à risque la réponse immunitaire. Il leur faut consommer de l'énergie pour avoir une réponse immunitaire à un pathogène donné. Parfois, il n'est pas nécessaire de l'avoir par rapport à un autre. Vous avez aussi la réalité d'exploitation porcines qui ont utilisé le zinc, mais qui ont des réalités de marqueurs où est-ce que le vaccin était réellement efficace. D'un point de vue génétique, et je l'ai déjà mentionné, il y a la bonne résistance contre la souche E. coli F4, mais ce que l'on retient de ça,
c'est qu'on devrait voir s'il y a lieu de vacciner des porcins qui sont résistants. Parce qu'il y a une différence importante. Même dans certaines exploitations, il y a une résistance à 100% contre le F4 et vous avez d'autres exploitations qui n'ont que 60% de résistance. Quand il y a une résistance à 100% au F4, pourquoi vacciner? Et pourquoi utiliser l'oxyde de zinc dans le régime alimentaire? Et finalement, le cinquième point, c'est la forte susceptibilité génétique à l'E. coli F18. Euh, c'est quelque chose que les exploitations porcines, et c'est ce que les généticiens, les microbiologistes devraient considérer. Devrions-nous envisager de sélectionner des porcs qui sont génétiquement résistants? Et c'est peut-être le cheminement à prendre. Et en mettant tout cela ensemble, nous avons des pistes de solutions pour contrer euh, la diarrhée post-sevrage. On a ou les vaccins ou des initiatives qui peuvent minimiser la présence de la diarrhée post-sevrage dans les exploitations porcines. Je vous ai dit que c'est un projet qui est en cours et nous espérons partager les résultats avec vous au fur et à mesure que nous les aurons. Permettez-moi de remercier avant tout le programme Innovation Port. Et je sais que ce que nous recherchons aura une application claire. Et pour ce genre d'innovation, nous avons tendance à ne pas voir que d'autres parties prenantes reconnaissent le jugement euh, de l'institution, soit Innovation Port, parce qu'ils savent que ce sont eux les experts, ce sont eux qui ont les solutions. Et on se dit que si eux, ils ont financé un programme, pourquoi est-ce que nous aussi, on ne devrait pas s'y mettre? Donc, on aurait pu avoir beaucoup d'appui de Cargill, de l'Université de Guelph et puis de notre université, encore une fois, Guelph, de Déméter, de Précision et autres, sans euh, qu'on ait l'appui d'Innovation Port. Donc, je les remercie beaucoup. Je remercie le gouvernement de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta. Et ils nous ont permis de rendre visite aux exploitations et on nous a permis de prendre des échantillons. On a eu beaucoup d'appui de la part du ministère de l'Agriculture, des Aliments. Et comme vous savez, on n'aurait pas pu mener ce projet sans l'appui de ces parties prenantes. Je suis là, je me ferai un plaisir de répondre à votre question. Et pour me retrouver, vous n'avez qu'à mettre mon nom dans le moteur de recherche de l'Université de Guelph et puis vous aurez accès à moi. Merci beaucoup. Merci, docteur Fazen. Et je pense que c'était une présentation pleine d'informations. On peut voir l'importance de la recherche qui a été lancée et qui va continuer dans les 2 années à venir au vu de la grappe. Mais ce qui est important, c'est de voir que les portes s'ouvrent pour des traitements ciblés à l'avenir. Je vous remercie pour le travail que vous avez fait et pour votre intérêt à établir des liens avec l'industrie. C'est très apprécié. Nous allons garder nos questions pour la fin de la session. Et maintenant, nous allons changer de vitesse. On va sortir de cette éclosion. On va prendre une perspective de haut niveau et
On a notre prochain intervenant qui va nous parler des risques sanitaires et l'utilisation d'antimicrobiens chez les porcs, de la période post-sevrage, de la prévention à l'échelle du système. J'ai le plaisir de vous présenter Dr Gustavo Silva de l'Université d'Iowa. C'est un vétérinaire épidémiologue qui a la recherche qui porte sur les maladies appliquées, la bio, euh, les systèmes endémiques et qui se propagent dans les productions porcines, comme la biosécurité, la surveillance et l'évaluation des risques. Et il a fait beaucoup de recherches autour de différentes maladies, autour de la biosécurité des troupeaux. Aujourd'hui, Dr Silva va nous parler de la surveillance et, et du système euh, qui nous permettrait de réduire euh, les éclosions au niveau des systèmes. Vous avez la parole, docteur Silva. Est-ce que vous voyez mon écran? Je remercie euh, Swan Innovation pour cette opportunité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une approche haut niveau, une approche de système qui vise à réduire la pression des maladies et améliorer la santé du troupeau. Voilà mon propos aujourd'hui. On va parler du coût d'opportunité et le contrôle de la maladie, la perspective biosécurité et on va parler aussi des complexes de maladies respiratoires porcines. On va parler des antibiotiques, de là où nous allons, où est-ce que nous prenons nos mesures, les résultats de l'étude, et puis on va vous parler de pourquoi est-ce qu'on a procédé comme on l'a fait et pourquoi c'est important. Nous avons commencé par les bases de la manifestation clinique dans la population porcine. On a fait une étude en triade. On avait un groupe de porcs qui avait le pathogène présent ou pas. On a l'environnement. Et si il y a quelque chose, si il nous faut bâtir la chaîne entre ces éléments, nous avons les manifestations de la maladie. Cela peut être mené par l'humidité, l'immunité du troupeau, ou ça peut être dû aux pathogènes, aux infections, à la contagion ou à la virulence de l'agent même. Et cela peut avoir des facteurs de stress qui a dans le processus d'entreposage ou de nettoyage. Et nous avons donc ces facteurs qui peuvent mener à la manifestation de la maladie. Ce qui est important aussi, et qui serait plutôt les coûts de l'opportunité de la maladie des porcs, c'est pas un coût en amont, mais aussi les pertes d'opportunités, c'est-à-dire cet argent que l'on ne gagne pas euh, si cette maladie, euh, dû au fait que cette maladie existe. Et ce n'est pas une compilation mathématique du genre 1 + 1 mène à 2. Non. En général, quand vous avez plusieurs maladies qui sont présentes en même temps, vos coûts ne sont pas à 1,2, mais plutôt à 1,3 ou même jusqu'à 1,5, le facteur de multiplication. Alors, vous avez parfois un port qui peut coûter jusqu'à 6 dollars, mais quand on utilise le coût ajouté au traitement d'autres maladies, on voit que ce coût est tout à coup multiplié. Et on appelle cela le coût de l'iceberg parce que le vrai coût de la
maladie n'est pas le coût direct, tel que Dr Fazan l'a dit, c'est-à-dire le vaccin, les médicaments, le vétérinaire, le diagnostic, le traitement, et puis l'accroissement aussi de ce qui est de pouvoir euh, se défaire de certains ports, mais il y a d'autres coûts cachés. C'est la réduction dans le taux de croissance, l'efficacité des aliments qui est réduit, une plus forte mortalité, un accroissement de la variabilité, plus d'interventions sur la santé. Et en bout de compte, on se rend compte que nous avons de porcs plus, qui ont moins de poids plutôt. Et Et nous avons parfois même des interventions qui s'ajoutent à celles que nous avons déjà. Mais si nous avons une éclosion dans un troupeau, le pathogène peut se propager ailleurs, ce qui accroît le risque pour d'autres exploitations. Ce sont là des coûts ajoutés et cela peut mener à la réduction de la bonne santé chez d'autres troupeaux. Et on peut voir qu'il peut y avoir une augmentation de la virulence, et la maladie peut s'empirer. Et donc, voilà les différents coûts. Il y a un coût de base, un coût dû à une éclosion et la maladie sous-clinique. Donc, comme je dis, il y a des coûts que nous voyons, d'autres que nous ne voyons pas et que nous ne mesurons pas parce que nous regardons toujours la moyenne. Pour ce qui est du contrôle de la maladie, on a besoin de repartir à la compréhension euh, épidémiologique. Et parfois, il y a des choses qui se font entre l'agent, l'hôte et ce qui est fait dans l'environnement. S'il y a quelque chose entre ces trois facteurs, en bout de compte, disons que si on a une pauvre efficacité dans la désinfection et le nettoyage de certaines exploitations, euh, nous avons euh, à cela la possibilité de nous retrouver avec des exploitations qui ont un environnement qui n'est pas propice. Et donc, l'agent est- aura la réalité qui ne peut pas aller pour changer ces causes. Donc, ça, c'est important dans la mesure de la chaîne d'infection. La première chose qu'on peut faire pour réduire la chaîne d'infection, pour briser cette chaîne d'infection ou pour prévenir la dite chaîne d'infection, la première chose que nous pouvons donc faire, c'est avoir une biosécurité, la quarantaine appropriée, l'hygiène, l'accès. L'autre, aura trait à l'hôte et non pas l'environnement. Donc, le vaccin, bon processus d'acclimatisation, comprendre comment est-ce qu'il circule, euh, est-ce qu'on a une immunité de base, est-ce qu'on a besoin de faire une intervention quelconque. Et puis, on a les médicaments, les thérapies qui souvent seront là pour traiter et réduire ou plutôt améliorer les conséquences cliniques. Souvent, les thérapies sont des solutions à court terme. Parfois, on parle de l'usage d'antibiotiques et
Et on a un premier traitement qui pourrait ne pas suffire. Il faut continuer à traiter. Comment est-ce qu'on mesure cela? On fait la surveillance de la population et pour comprendre les pathogènes avec, qui se présentent à nous. Une fois que nous comprenons ces pathogènes, euh, nous pouvons par la suite comprendre s'il nous faut une biosécurité supplémentaire, s'il nous faut un vaccin supplémentaire. Et tout cela est nécessaire. Bien entendu que ce qui est important pour nous, après, au-delà du diagnostic, c'est la productivité. Et nous voulons vendre le, en tenant compte des kilogrammes ou des livres. On ne vend pas les interventions qu'on a faites ou les méthodologies qu'on a de prévention. C'est réellement la productivité en bout de compte. Alors, la biosécurité vous aide à réduire le risque. Tel que j'ai dit, il n'y a pas de risque zéro. Mais si nous appliquons la biosécurité, nous pouvons réduire le risque et en réduisant le risque, on peut continuer à comprendre nos manquements et améliorer la biosécurité parce que cela évite que la maladie rentre dans la ferme, qu'elle ne sorte de l'exploitation et qu'elle se propage. Et si nous comprenons ces éléments, nous pouvons réduire la présence de cette maladie. Donc, il nous faut tenir compte de tout ce qui rentre dans l'exploitation et tout ce qui sort de l'exploitation. Et ainsi, nous pouvons comprendre ce que nous pouvons faire pour ne pas accroître nos risques. À la base, contrôler les entrées, le protocole des visites, nettoyer, désinfecter, avoir des quarantaines d'acclimatation, c'est-à-dire il faut une séparation. Sinon, on a une augmentation de la mortalité. Voilà, si notre biosécurité n'est pas bonne, plus grande mobilité, le poids du porc qui est moindre et puis surtout la possibilité d'avoir une augmentation des pathologies et des pertes financières. Ce qui est important dans le complexe de maladies respiratoires porcines, et c'est là le moteur des maladies respiratoires. Et s'il y a une pathologie qui est pire que tout, c'est la maladie respiratoire, le complexe de maladies respiratoires, c'est une suite d'agents qui peuvent être virales, bactériennes et tout ce qui est lié à l'environnement et qui peut se propager. Et tout cela a un impact sur la productivité en bout de compte. Et tout cela revient à nous poser la question ce qu'on peut faire pour éviter ces pathologies. Il y a les médicaments, la prévention avant tout et la biosécurité. Et, et maintenant, nous avons cette maladie qui est très chère. Ça a coûté aux États-Unis 2 milliards de dollars, 1,2 milliard de dollars, pardon. Et il y a eu la protection qui n'était pas assez bonne. On a dû partager ces pertes à travers les différents troupeaux et on a cherché avant tout à stabiliser euh, euh, cette maladie parce que ça commence par des microphages et nous savons que cela ouvre la porte à d'autres bactéries
Et je vais vous montrer les autres bactéries qui sont liées. Et voilà le diagnostic de maladie. Et ici, vous pouvez voir que parmi ces maladies, c'est le premier, ensuite le staphylocoque, l'influenza, la grippe, et on regarde l'interaction. Et bon, vous voyez que ce tableau est un peu compliqué, mais regardez la pathologie ici et comment est-ce que elle s'interacte avec les autres pathogènes. Ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de virus et de bactéries et qui sont des sources de co-infection. À cela, nous voyons comment est-ce que nous pouvons mesurer tout cela. On a fait des essais, on a essayé de voir ce que ça donnerait dans le cadre de l'usage d'antibactériens. Et ce qu'on a fait, on a collaboré avec des exportations au Nebraska et on a pu ainsi avoir euh, de, un multiplicateur d'ADN. On avait eu 4500 truies qui étaient, qui étaient en gestation dans le troupeau. Et puis, on a vu qu'en bout de compte, et on devait avoir un lignage qui était de 1,5. Et on a pu voir que dans l'éclosion, il y avait la présence de MLV 11, 15 et 20. Et puis, nous, les caractéristiques de la production, c'était qu'il n'y avait pas de médication et il a fallu faire l'usage d'antibiotiques. Alors, ce qu'on avait, c'était les porcins de euh, la naissance à la fin de vie. On s'est rendu compte qu'il a fallu, en bout de compte, vider euh, et puis pouvoir repeupler pour éviter qu'il y ait un grand nombre de, de transmissions. Et par la suite, on est passé à un statut de prévalence moindre. On a eu 166 euh, lots et pour les porcins et pour des porcs finissants, il y a eu 39 euh, lots et on a fait le cumul. On a vu que le traitement, il y avait un risque. On a dû voir combien d'animaux ont été traités par l'eau par jour et, à l'étable. On ajouté le médicament à l'eau. Il y a eu on a fait des injections et il y a eu aussi des antibiotiques. En général, on a eu une augmentation de 3,7 fois d'augmentation que quand il y avait l'usage d'antibiotiques. Et quand on regarde les les médicaments qu'on pouvait injecter, on voit qu'il y a 2 fois plus de médicaments que l'on pouvait injecter. On a vu donc quand on est à l'étape naïve, on voit qu'il y a plus d'utilisation d'antibiotiques. Et ça, c'est une mesure que on en a dans tous les lots. Et vous voyez que cette réalité est très importante dans le cadre des SRP. Et puis, nous avons le traitement qui est fait par eau. On a vu qu'ils sont 4 fois plus efficaces que naïfs. Donc, quand on a une éclosion, une épidémie ou une phase endémique ou une situation endémique,
vous utiliserez plus ces antibiotiques. Et ça, c'est pour les porcs en fin de cycle. Mais quand on regarde tout ce qu'on peut injecter, donc on voit que pour les porcs finissants, on utilisait quelques 7 fois plus d'antibiotiques. Et une fois que vous avez le SRP, vous ouvrez la porte à plus de médicaments. Et vous utilisez donc plus d'antibiotiques que vous l'aurez fait si vous n'avez pas eu cette éclosion. Je vais vous dire que cette maladie n'est pas qu'un tableau. Cela dépasse tout autre pathogène. Et je dis qu'il est important de contrôler les pathogènes quand on peut. Et on doit les contrôler et éliminer tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Euh, nous n'avons pas mis l'accent sur la biosécurité, mais j'ai des étudiants qui ont fait des recherches dans le cadre de dans la biosécurité et puis il y a une lien. Et je dois vous dire que ce syndrome respiratoire est la porte d'entrée de plusieurs euh, pathologies et nous voyons que nous utilisons beaucoup plus d'antibiotiques qu'on devrait le faire quand on a affaire à cette pathologie. Et je vous remercie beaucoup de l'opportunité qui m'a été donnée. Merci, docteur Silva. J'aime bien la comparaison à l'iceberg. C'est une bonne manière de voir la valeur des technologies de prévention. Euh, je crois que je voudrais avant tout remercier nos présentateurs aujourd'hui. On va donc euh, passer à la phase des questions et réponses. Si vous n'avez pas posé de questions, utilisez la fonction questions-réponses ici. On va prendre quelques minutes pour passer à travers vos questions. La première question nous vient est plutôt à l'attention du docteur Farzan. Est-ce que vous pouvez élaborer sur la détection de l'ETEC, donc de l'E. coli enterocoque et comment est-ce que la détection est faite? S'il vous plaît, je vais vous demander de répéter la question. Je crois que la dernière partie de la question, la question. Pardon, j'ai un problème d'ordinateur. La question. Est-ce que vous pouvez élaborer sur la détection, l'isolement de l'ETEC et le dosage pour les porcs? Ben, c'est d'abord euh, pour dépister, il y a une culture de l'E. coli qui est faite, culture de base. Et une fois que l'on voit la présence de l'E. coli, on essaye par la suite de déterminer la présence ou le type de gène. Il y a trois choses que nous entreprenons pour voir d'abord le groupe de colis et le pathogène. Ensuite, pardon, excusez-moi, je viens encore perdu votre la deuxième partie de votre question. Le dosage, c'était ça, par rapport de. Oui, la dose d'infection. Je crois que pour les techs, il est difficile de le dire. Selon l'étude que nous faisons maintenant, nous pouvons induire la maladie avec un 10 ou 9 CFU pour pouvoir induire la diarrhée.
dans les fermes commerciales et dans la vie réelle. La situation est différente. Il y a l'environnement, il y a plusieurs autres aspects. Mais moi, j'ai trouvé que le défi était que 10 à 9 CFU par millilitre aurait été le dosage d'infection pour les colis entérotoxiques. Et je crois que c'est important de voir cela dans le cadre du défi qui se pose à nous avec ceci. Une autre question pour Dr Fazan. Vous nous avez montré, ou plutôt vous avez mentionné, l'usage de l'oxyde de zinc qui, à l'avenir, ne sera plus utilisé. Est-ce que les vaccins pourraient être utilisés comme une alternative? Absolument. Tel que je l'ai mentionné, si nous avons un vaccin efficace, si nous avons un vaccin qui cible les colis entérotoxiques, nous pouvons voir que le vaccin est efficace. L'oxyde de zinc, je peux vous dire qu'en Europe et bientôt au Canada, cela serait interdit. Mais en utilisant l'oxyde de zinc dans cette étude spécifiquement, on, se, on voit que ça ne protège vraiment pas contre la diarrhée post-sevrage. Mais quand on utilise un bon vaccin, certainement, on a là la meilleure manière de prévenir la, la maladie de l'écoli entérotoxygène. La prochaine question, c'est docteur Silva. Question, où est-ce que vous voyez les meilleures opportunités pour qu'il y ait une meilleure intendance antimicrobienne à travers la prévention? Et comment est-ce que vous utilisez le séquençage génétique? Bonne question. Je crois, et j'aime toujours penser d'ailleurs, qu'enlever la maladie ou éviter que la maladie ne revienne est la première étape pour réduire l'usage d'antibactériens. Pardon. Et quand on pense à la production porcine, on voit que un des moteurs de l'utilisation d'antibiotiques sur le terrain est dû au SSRP. Et si on pouvait réduire ces pathologies, on réduirait l'usage des antibiotiques. Les consommateurs seraient plus à l'aise en tant que consommateurs. Je sais que la prévention est un outil très important qu'on a, ce qui a été utilisé et ça a été utilisé dans beaucoup d'exploitations. Merci. Et je tiens compte du temps et je vois qu'on est arrivé à la fin de l'heure que nous avons. Je suis désolée si on n'a pas pu répondre aux questions de tout un chacun. Ce qu'on peut faire, c'est partager vos questions avec nos panélistes pour qu'ils puissent y répondre plus tard et qu'on essaye de donner des réponses aux personnes qu'ils ont posées. Avant de conclure, je remercie tous ceux qui sont joints à nous aujourd'hui. J'apprécie votre participation aux grandes discussions que nous avons. Je voulais remercier nos intervenants, Dr. Vahab Varzan et Dr. Silva. La discussion d'aujourd'hui a mis en lumière l'importance de comprendre les risques à la maladie pour continuer à pousser en avant la prévention, à appuyer les recherches pour que on puisse réduire notre dépendance aux antimicrobiens. Au nom de Swan
Innovation Port. Je remercie tous ceux qui ont fait partie de la discussion aujourd'hui et je vous remercie de votre intérêt dans la recherche et l'innovation parce que là se trouve le succès du secteur du port au Canada. Et tel qu'on a vu, les connaissances nous ont aidés à améliorer nos réponses ciblées afin de renforcer nos réussites. Ayant dit tout cela, je remercie nos conférenciers et merci à tout le monde et bonne journée à tout le monde.